J'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand ma mère a insisté pour organiser une grande fête d'Halloween en famille chez eux. Elle n'organise ses réunions obligatoires que lorsqu'elle est sur le point de lâcher une bombe. Et celle-ci allait tout faire exploser. Je m'appelle Jocelyn Rivera, j'ai 32 ans et je suis graphiste freelance. J'ai travaillé dur pendant des années, sacrifiant voyages et loisirs pour bâtir ma carrière, et mes efforts ont enfin porté leurs fruits. J'ai un appartement de 4 chambres dans un super quartier. Rien qu'à moi. Sans aucune aide, sans aucun prêt de ma famille. Juste moi, mon savoir-faire et de nombreuses nuits blanches. Cet endroit est mon refuge. La seule chose que j'avais juré de ne jamais laisser personne me prendre. La fête battait son plein chez mes parents, dans la banlieue de l'Ohio. Tout le monde était là, riant et mangeant. Soudain, au beau milieu de tout ça, ma mère s'est levée et nous a fait signe de nous rassembler autour d'une table dehors. Son visage s'est assombri. « La famille de ta sœur mérite de meilleures conditions de vie », a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. « Tu dois partager ton appartement de 4 chambres avec eux. Tu as tout cet espace. Tu es célibataire. » Papa croisa les bras, la voix froide et monocorde. « Tu n'as pas le choix. C'est la famille. » Je sentis la colère monter, mais je me levai lentement, gardant mon calme. « Tu as raison, dis-je. J'ai quelque chose en plus. Un système de caméras de sécurité complet. » Je sortis mon téléphone, ouvris l'application et le brandis. « Vous voulez voir les images secrètes qu'il a capturées? Si les exigences familiales et les trahisons cachées vous font bouillir le sang, cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour plus d'histoires sans concession et partagez vos propres drames familiaux dans les commentaires. Je les lis tous. Un silence de mort s'abattit sur la table dès que je prononçais ces mots. Tous fixaient mon téléphone comme s'il était chargé. Je n'étais pas pressé. Je savais ce qu'il y avait là, et je savais que cela allait tout changer. Avant de vous montrer ces images, j'ai dit « Vous devriez savoir pourquoi j'ai installé des caméras. Je suis freelance. Tous mes revenus dépendent du matériel de cet appartement. Il y a quelques mois, des objets ont commencé à disparaître. D'abord des petites choses, des chargeurs, des disques durs externes. J'ai cru devenir fou. Alors j'ai installé un système 4K complet avec plusieurs angles de vue, non pas parce que je soupçonnais quelqu'un en particulier, mais simplement pour protéger mon travail. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'ai appuyé sur lecture. Les images étaient d'une netteté incroyable, horodatées, incontestables. Premier extrait. Lorraine entre avec la clé de secours que je lui avais donnée il y a des années pour les urgences. Elle regarde autour d'elle nerveusement, puis se dirige droit vers mon bureau. Elle ouvre les tiroirs, soulève l'ordinateur portable et le met dans son sac. Deuxième extrait. 2 semaines plus tard, même chose, mais cette fois-ci, elle prend ma tablette et la tablette graphique que j'utilise pour mes clients. Troisième extrait. Elle prend mon boîtier et 2 objectifs, ceux pour lesquels j'ai économisé pendant plus d'1 an. Quatrième extrait, le plus récent, elle. Elle a effacé toutes mes sauvegardes et même les clés de licence des logiciels. À chaque fois. Elle a publié les fichiers en ligne le jour même. J'avais aussi des captures d'écran des listes, mais je n'en avais pas encore besoin. Les vidéos parlaient d'elles-mêmes. Maman porta instinctivement la main à sa bouche. Elle secoua la tête, les larmes déjà aux yeux. Papa se décomposa, sa mâchoire était si serrée que j'ai cru qu'elle allait se briser. Ryan se leva lentement et fixa Lorraine comme s'il ne la reconnaissait pas. Les enfants, Connor, Mia et la petite Lily, se reculèrent sur leurs chaises, les yeux écarquillés, sentant le changement d'atmosphère, même s'ils ne le comprenaient pas. Lorraine essaya d'abord de rire pour désamorcer la situation. « Ce n'est pas truqué, hein. Allez, Jocelyn. »« Pourquoi je continuerai à regarder ?» demandai-je doucement. La dernière séquence la montrait en train de fourrer le dernier disque dur dans sa poche, regardant droit dans la caméra une fraction de seconde, comme si elle savait qu'il était là mais que ça lui était égal. Puis elle le verrouilla et partit. Le silence s'étira. Ryan finit par prendre la parole, la voix basse et tremblante. « Vous avez pénétré par effraction dans son appartement à plusieurs reprises et vous lui avez volé ses affaires. » La résistance de Lorraine s'effondra. Elle baissa les yeux vers la table. J'avais besoin d'argent rapidement. La situation s'est dégradée après ma séparation avec Ryan. Les enfants avaient besoin de choses. Le loyer était dû. J'ai paniqué. Paniqué. J'ai interrompu ma conversation, gardant un ton neutre. Ce n'était pas un moment de désespoir. J'avais planifié ça à 4 reprises. Tu savais exactement ce que tu prenais. J'ai affiché le tableau que j'avais préparé, car oui, je suis ce genre de personne. Damage total, $12,000. L'ordinateur portable à lui seul a coûté $3,000. La tablette, $1,500. Le matériel photo, $5,000. C'est le boîtier et les objectifs que j'utilise, payés.
Disque dur de sauvegarde et licence logicielle, encore 3500 $. Ce n'est pas rien. Ce sont les outils dont j'ai besoin pour rembourser mon prêt immobilier. Ce sont des contrats que j'ai failli perdre à cause de fichiers disparus. Ce sont des nuits blanches à recréer mon travail de mémoire, faute de sauvegarde. Maman pleurait maintenant et a tendu la main vers Lorraine, mais elle s'est retirée. Papa n'avait toujours pas dit un mot, fixant simplement l'image figée sur mon téléphone. Ryan s'est rassis. Il me serra fort la main dans les cheveux. Ça dure depuis combien de temps? Des mois, répondis-je. J'ai remarqué des disparitions en juillet. J'ai installé les caméras en août. Il y a eu le premier cambriolage 2 semaines plus tard. La voix de Lorraine se brisa. Je te le jure. Dès que je serai remise sur pied. Avec quoi? Demandai-je. L'argent de la vente de mes affaires. Personne ne sut répondre. Je remis mon téléphone dans ma poche. Les bruits de la fête, la musique, les rires lointains des voisins me semblaient désormais à des kilomètres. Ce n'était plus une discussion de famille. C'est du vol, dis-je. Du vol à répétition. Je te donne 24 heures, Lorraine. Tu te présentes demain ou je porte plainte avec toutes les images. À toi de choisir. Je pris ma veste et les quittai sous la lueur des citrouilles d'Halloween. Le lendemain, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avant même que j'aie bu mon café. Maman a appelé 6 fois de suite. J'ai fini par répondre au 7e appel. Elle pleurait déjà, la voix brisée. Jocelyn, s'il te plaît, réfléchis. À propos de ce que tu fais. Lorraine est terrifiée. Les enfants grandiront sans leur mère si ça continue. Ils demandent pourquoi tante Jocelyn est en colère. Comment peux-tu leur faire subir ça? Je l'ai laissé parler. Elle n'arrêtait pas de parler de la famille qui reste unie quoi qu'il arrive. Qu'une erreur ne devrait pas tout gâcher. C'est ta sœur. De sang. On ne renie pas sa famille. L'après-midi, papa a pris le relais. Ses appels étaient plus courts, plus secs. Tu en fais toute une histoire. Il a dit. Tout le monde parle. Les voisins t'ont vu partir en trombe hier soir. Toute la famille est humiliée. Tu nous fais passer pour des criminels alors que ça aurait pu rester privé. Sois reasonable, Jocelyn. Laisse tomber. Il insistait sur les rumeurs, sur l'impact que ça aurait sur les fêtes, sur les messages que les proches lui envoyaient déjà. C'est toi qui nous déchires pour des broutilles. L'appel de Ryan est arrivé à l'improviste dans la soirée. Sa voix était calme, mais je l'entendais malgré la distance. J'ai demandé le divorce ce matin, a-t-il dit sans détour. J'ai aussi demandé la garde d'urgence. Je ne peux pas rester mariée à quelqu'un qui fait ça. Pas après l'avoir vu de mes propres yeux. Les enfants sont avec moi maintenant. Merci de m'avoir dit la vérité, même si ça fait mal. Je ne savais pas quoi dire au début. Désolé que ça en soit arrivé là. Ne le sois pas, a-t-il répondu. J'avais besoin de savoir. Elle m'a envoyé un texto à peu près au même moment. Court et direct. J'ai tout vu hier soir. Tu as bien fait de réagir. Je suis fier de toi d'avoir tenu bon. Ne les laisse pas te blâmer. Je l'ai lu 2 fois, et j'ai ressenti un léger soulagement. Au moins une personne comprenait. Le temps pressait. Exactement 24 heures après avoir quitté la table. Mon téléphone affichait des appels manqués de maman, encore une fois, et quelques textos désespérés de Lorraine qui voulait me parler. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai appelé le commissariat. L'agent de service m'a écouté sans m'interrompre pendant que je lui expliquais les cambriolages, le matériel de travail volé et les ventes en ligne. J'ai envoyé par courriel les fichiers vidéo complets, l'horodatage, les numéros de série du matériel que j'avais récupéré en partie, et les liens vers les listes publiées par Lorraine. La police m'a dit qu'il leur faudrait quelques jours pour tout vérifier. Numéro de série, compte, habitude de connexion. Nous allons d'abord émettre une citation à comparaître. Si elle ne répond pas, nous demanderons un mandat de perquisition. Les jours ont paru interminables. Maman a tenté de la contacter par message vocal une nouvelle fois, implorant grâce pour ses petits-enfants. Papa m'a envoyé un SMS me traitant d'entêteuse. Après ses premières supplications, Lorraine est restée muette. Puis, 3 jours plus tard, Alem a transféré une capture d'écran de la conversation de groupe familial. Lorraine avait ignoré la convocation. Le mandat de perquisition a été émis cet après-midi-là. La police s'est présentée chez mes parents le soir même. Lorraine a ouvert la porte, croyant qu'il s'agissait d'un autre membre de la famille. Les menottes ont claqué avant qu'elle puisse réagir. Maman a hurlé sur le perron tandis qu'il l'emmenait. Les voisins ont regardé depuis leurs fenêtres. L'arrestation a été relayée par les médias locaux le matin même. La première comparution de Lorraine a eu lieu moins d'1 semaine après son arrestation. Les accusations étaient simples, de multiples cambriolages et vols, étayés par des enregistrements vidéo horodatés des objets retrouvés et des preuves de vente en ligne.
Son avocat a examiné les preuves et lui a conseillé d'accepter l'accord que le procureur lui a proposé presque immédiatement. Pas de procès, pas de risque de prison pour une première infraction sans antécédent judiciaire. Lorraine s'est tenue devant le juge, la voix à peine audible, et a accepté. 2 ans de probation, des conditions strictes, entretiens hebdomadaires avec un superviseur, tests de dépistage de drogue aléatoires, interdiction de toute nouvelle arrestation, 300 heures de travaux d'intérêt général, nettoyage de parc, tri des dons pour la banque alimentaire, ramassage des déchets, vêtu de ce gilet orange fluo que tout le monde reconnaît. Le moindre retard ou absence et le compteur était remis à zéro. En plus du remboursement intégral, 12 000 $, répartis en mensualités de 300 $, étaient automatiquement déduits de son salaire. Les frais de justice s'élevaient à 1 500 $, auxquels s'ajoutaient 50 $ de frais de surveillance mensuels. Un paiement manqué, un test raté, une plainte sur le site web du service, et l'accord s'effondre, donnant lieu à un procès pour les accusations initiales. Ryan a agi encore plus vite du côté familial. Une fois la plainte déposée, son avocat a demandé la garde provisoire d'urgence la même semaine. Le juge l'a accordée sans hésitation. Le comportement criminel, notamment le vol, affectait directement la stabilité des enfants. Une audience définitive a eu lieu 6 semaines plus tard. Ryan a présenté le rapport de police, des attestations de son employeur, la preuve de revenus stables et d'un domicile sûr. L'équipe de Lorraine avait peu d'éléments à opposer, car les conditions de sa probation restreignaient sa liberté. Pas d'emploi stable, mais l'obligation de visite supervisée était déjà en vigueur. Le juge a accordé à Ryan la garde principale, tant physique que légale. Connor, Mia et Lily sont venus vivre définitivement avec lui et ont conservé les habitudes de leurs camarades d'école. Lorraine avait des visites supervisées un samedi sur 2 heures dans un centre de visite avec un assistant social pour la superviser. Elle devait se présenter sobre et à l'heure et respecter ses engagements. Chaque annulation sans certificat médical entraînait l'annulation de la visite suivante. Les enfants se sont adaptés mieux que je ne l'aurais cru. Ryan a su mantenir un équilibre. Les mêmes histoires du soir. Le foot du week-end, le cours de danse de Connor, et l'école maternelle de Mia et Lily. Il m'a donné des nouvelles après le jugement définitif de garde. Il pose des questions, mais tout va bien. Merci encore pour les preuves qui ont permis d'éclaircir la situation. J'ai répondu par un simple pouce levé. C'est tout. Papa et maman ont immédiatement subi le plus gros choc financier. La caution a été fixée à 15 000 $. Ils ont payé 1 500 $ en espèces aux créanciers pour faire libérer Lorraine le lendemain de son arrestation. Puis, il a fallu payer l'avocat. Ils ont engagé un avocat pénaliste privé au lieu de rester avec l'avocat commis d'office, espérant un meilleur résultat. Consultation, requête, préparation du procès. Les factures se sont accumulées rapidement. Au moment où la négociation de peine a été finalisée, ils avaient épuisé leur compte de retraite. 40 000 $ ont été dépensés en 2 mois. Frais de caution, frais d'avocat. Même l'essence pour conduire Lorraine aux réunions. Leur fonds d'urgence, constitué pendant plus de 30 ans, était parti en fumée. La sécurité sociale couvrait l'essentiel, mais aussi les extras. Les taxes foncières, l'entretien de la voiture et les franchises s'accumulaient sur leur carte de crédit. Papa a évoqué la possibilité de réduire son abonnement au câble dans un message de groupe resté sans réponse. Maman a arrêté d'aller chez le coiffeur. Ils ont vendu l'autre voiture, celle qu'ils gardaient pour les longs trajets qui n'ont jamais eu lieu. Allaient compléter les choses avec des messages occasionnels. Ses parents ont liquidé l'épargne retraite de papa par anticipation. Les amendes les ruinaient. Maman parle de reporter son opération de la hanche. Ils sont en train de vider le congélateur. Je les lisais, le cœur serré, mais je n'intervenais pas. Que pouvais-je dire? L'agent de probation de Lorraine lui a assigné des travaux d'intérêt général à partir du mois suivant. Elle se présentait en gilet, ramassant les ordures le long des routes passantes, les voitures ralentissant pour la regarder. Le premier versement pour les dégâts était dû, 300 € dépensés avant le loyer. Elle a loué un petit studio dans un complexe délabré, meublé de meubles d'occasion, sans Internet au début pour économiser. La recherche d'emploi était difficile avec la caisse enregistreuse. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin, sans avantages sociaux, les heures ne couvrant même pas sa période de probation et les dommages et intérêts, laissant à peine de quoi payer le reste. Ryan a inscrit les enfants à des séances de thérapie via son assurance, des séances courtes pour les aider à gérer les changements. Connor a commencé à s'exprimer davantage. Mia a dessiné 2 maisons. Lily a demandé quand maman rentrerait définitivement. Ryan a géré la situation seul. Personne ne s'est plaint. Les réactions de la famille élargie ont afflué. Un oncle a envoyé un SMS à papa pour lui suggérer de régler les problèmes en famille.
Une tante a publié un verset biblique vague sur le pardon sur Facebook. Maman l'a partagé. Plus personne ne m'écrivait directement. Le côté légal était réglé, mais les dégâts se sont propagés plus lentement, plus profondément. Les factures s'accumulaient, les emplois du temps se sont chargés. Les relations se sont tendues sous le poids de conséquences imprévues. Des mois ont passé avant que maman n'ait de mes nouvelles. Elle m'a envoyé un SMS un après-midi, simple et direct. On se voit pour un café? Juste nous deux, à notre endroit habituel. J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais la curiosité, ou peut-être la menace ultime du devoir de fille, a eu raison de moi. J'ai dit « d'accord » et j'ai fixé un rendez-vous. On s'est retrouvés dans le petit café où on allait depuis la fac. Celui avec les banquettes usées et la bière forte. Maman était déjà là à mon arrivée, assise dans notre coin habituel, les mains serrées autour d'une tasse comme pour se réchauffer. Elle paraissait plus petite, ses cheveux plus gris, ses yeux fatigués derrière ses lunettes. On a commandé un café noir pour moi, un thé pour elle, et on est resté assis en silence jusqu'à ce que les boissons arrivent. Elle remuait le sien sans cesse avant de parler. « Ton père et moi, il faut que je te parle de quelque chose de sérieux. » A-t-elle commencé à voix basse. « La maison ? On a des problèmes avec la maison. » J'ai attendu. Elle a pris une grande inspiration. Ça a commencé il y a plusieurs années, après la naissance de Connor, le premier enfant de Lorraine. Elle et Ryan avaient du mal à payer les factures du nouveau-né qui s'accumulaient entre le congé maternité et la crèche. On a contracté un prêt immobilier pour les aider à se stabiliser. Juste de quoi combler le manque à gagner. On pensait que 20 000 livres suffiraient à rembourser la majeure partie. Elle a marqué une pause et a pris une gorgée de son thé. Puis, 2 ans plus tard, Lorraine a perdu son emploi. L'entreprise a réduit ses effectifs. Elle est restée au chômage pendant 6 mois. Loyer, courses, tout s'est accumulé. Nous avons emprunté 15 000 $ de plus pour les maintenir à flot jusqu'à ce qu'elle retrouve du travail. Sa voix tremblait. La dernière fois, c'était pire. Les dépenses de Lorraine ont explosé. Vêtements, sorties, affaires pour les enfants, la facture a vite grimpé. Carte de crédit, recouvrement de créances maximales, appels incessants. Nous avons refinancé notre prêt, contracté un autre prêt de 30 000 $ pour rembourser la dette et lui offrir un nouveau départ. Nous nous disions que c'était temporaire, qu'elle rembourserait quand la situation s'améliorerait. Maman baissa les yeux sur sa tasse. Les taux d'intérêt ont augmenté. Les mensualités sont devenues plus difficiles à payer avec la retraite de papa et la diminution de montant partiel. Puis les problèmes juridiques ont commencé. Tout ce que nous avons dépensé pour aider Lorraine à traverser cette épreuve a épuisé nos dernières économies. La banque a procédé à des licenciements. Nous avons maintenant 3 mois de retard. La procédure de saisie a débuté la semaine dernière. Si nous ne parvenons pas à rattraper le retard, 40 000 $ plus les frais. Nous perdons la maison. La maison où nous vivons depuis 35 ans. Finalement, elle a croisé mon regard et m'a supplié. « Jocelyn, on te demande. Peux-tu nous prêter de quoi la remettre aux normes? On te remboursera petit à petit. Avec intérêt si tu veux. Cette maison, c'est tout ce qui nous reste. S'il te plaît. » Ces mots résonnaient encore en moi. J'en sentais le poids. Des souvenirs de vacances, d'anniversaires, de mon enfance dans ces pièces. Mais sous cette apparente simplicité, le schéma était clair comme de l'eau de roche. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. « Maman, ça fait des années que tu fais ça, tu sauves Lorraine à chaque fois que ça devient difficile. D'abord avec le bébé, puis la perte d'emploi, puis les dépenses. À chaque fois, tu pensais que ce serait la dernière, mais non. Tu as choisi de la couvrir au lieu de la laisser. Affronter les conséquences et apprendre. » Elle a commencé à annuler, mais j'ai levé la main. Je ne dis pas que c'est facile. Je sais que tu l'aimes, mais voilà le résultat. La maison est en danger parce que l'argent a servi à masquer des habitudes qui n'ont jamais changé. Et maintenant, tu veux que j'intervienne et que je continue. Que je devienne la prochaine source de financement. Oh, les larmes lui montèrent aux yeux. Tu es notre fille aussi. La famille, c'est important. La famille. L'interrompis-je doucement, mais fermement. C'est ce que tu as toujours dit, mais ça n'a jamais été qu'une solution pour Lorraine. Quand j'ai commencé à chercher l'argent pour l'acompte de mon appartement, m'as-tu proposé la même chose? Non. Tu m'as dit de me débrouiller seule. Maman essuya ses yeux. On s'est trompé. On le voit maintenant. Mais s'il te plaît, ne nous punis pas pour nos erreurs passées. Ce n'est pas une punition. J'ai dit que c'est moi qui brise le cycle. Je ne financerai pas la suite de cette histoire. Toi et papa avez fait des choix. Lorraine a fait des choix. Ils ont des conséquences. Je ne vais pas perpétuer ce cycle. Elle resta silencieuse un long moment. Les larmes coulaient librement maintenant. Plus de disputes. Je payai les 2 verres et partis.
Sur le chemin du retour, la culpabilité tenta de m'envahir. Des images d'eux faisant leur carton, perdant des souvenirs, mais je les avais aidés à déménager. Poser des limites n'est pas cruel. C'est leur survie. La vente s'est conclue plus vite que prévu. Menacés de saisie, maman et papa ont mis leur maison en vente à un prix suffisamment bas pour susciter des offres rapides. Un jeune couple l'a acheté en 2 semaines. Paiement comptant, sans frais superflus. Un mois plus tard, la vente a été conclue. Ils sont repartis avec juste de quoi rembourser le prêt bancaire et couvrir les frais de déménagement. Rien pour un apport initial pour un logement plus convenable. Ils ont trouvé un appartement de 2 chambres dans la même banlieue de l'Ohio. Immeuble ancien, murs fins, laverie automatique au sous-sol. Le loyer était la moitié de l'ancien prêt, mais c'était un net recul. Cuisine plus petite, pas de jardin, couloir partagé, ce qui a agacé les voisins. Ils ont emballé 35 ans de souvenirs dans des cartons, donné la moitié des meubles car ils ne rentraient pas. Lorraine a emménagé avec eux peu après. Son bail pour un studio arrivait à échéance, les dégâts absorbant la majeure partie de son salaire, elle n'avait pas pu le renouveler. L'appartement était exigu dès le premier jour. Lorraine était assise sur le canapé-lit du salon. Ses affaires entassées dans les coins. Maman et papa ont pris la chambre parentale. L'autre espace servait de débarras et de bureau exigu, inutilisé. Au début, tout le monde essayait. Lorraine avait promis de participer aux frais, loyer, courses, électricité et eau. Elle a trouvé un emploi de caissière dans un supermarché. Ce poste à temps plein a duré 3 semaines. Elle a démissionné car son patron était trop exigeant et les horaires de travail nuisaient à sa santé mentale. Emploi suivant, manutentionnaire. Elle a démissionné au bout de 2 semaines, se plaignant des horaires matinaux et du port de charges lourdes. 3e tentative, barista dans un café. Elle a quitté son emploi au bout de 10 jours suite à un désaccord avec une collègue. À chaque fois, elle rentrait à la maison frustrée et se plaignait pendant des heures de ses patrons injustes, de l'ambiance toxique au travail, du fait que le monde entier semblait s'acharner contre elle. Sa mère l'écoutait, hochait la tête et trouvait des excuses. Son père restait silencieux, mais la tension montait. Les factures arrivaient. Lorraine payait souvent trop tard. Elle dépensait son argent en vêtements neufs à ramener à la maison, en petits plaisirs pour tenir le coup, puis empruntait à sa mère pour rembourser ses dettes. Les disputes commençaient souvent par des broutilles. La vaisselle sale qui s'entassait dans l'évier rythmait les nuits blanches, et la situation a rapidement dégénéré. Lorraine les a accusés de la traiter comme un fardeau. Maman a pris la défense de papa et s'est encore plus repliée sur elle-même. Dans cet espace exigu, le sommeil était devenu difficile à dormir. Chaque voix qui s'élevait semblait prendre de l'ampleur. La famille élargie s'est encore davantage déchirée. Quelques cousins ont envoyé des messages à maman pour me reprocher de ne pas les aider, me traitant de sans-cœur d'avoir laissé mes parents perdre leur maison. Les conversations de groupe étaient remplies de commentaires passifs sur la famille qui restait unie malgré les difficultés. D'autres ont coupé les ponts et ont préféré éviter les drames. Les invitations de Noël se sont raréfiées. Personne ne voulait de cette situation embarrassante. Elle donnait régulièrement des nouvelles. Lorraine a perdu un autre emploi. Elle disait que son emploi du temps était impossible. Dispute hier soir. Papa a fini par s'emporter à propos de l'argent. La dose de médicaments pour l'hypertension de maman a augmenté. Je lisais chaque message, rongé par le poids des vieilles dettes, mais je répondais le moins possible. Un simple merci pour le conseil ou un pouce levé. La distance me semblait nécessaire. L'appartement était devenu étouffant. Les affaires de Lorraine étaient éparpillées. Ses chaussures près de la porte. Son maquillage sur le comptoir de la salle de bain commune. Des séries en streaming à plein volume sur le canapé du salon tard le soir. Maman préparait des repas plus légers pour faire durer les provisions. Papa faisait de longues promenades pour prendre l'air. Lorraine postulait à des emplois de façon sporadique et trouvait toujours des excuses avant même de commencer. La tension était palpable au quotidien. Aucune solution concrète en vue. 8 mois plus tard, l'ambiance des fêtes d'Halloween était radicalement différente. Mon appartement était plus chaleureux que jamais. J'avais renforcé la sécurité. De nouvelles caméras avec une meilleure vision nocturne, des serrures connectées qui m'alertent sur mon téléphone en cas d'activité. Non pas par paranoïa, mais simplement pour avoir l'esprit tranquille. Le travail a progressivement augmenté. Les missions en freelance se sont transformées en clients réguliers, des projets plus importants, un revenu stable qui m'a permis de respirer. Mes matinées commençaient par un café sur le balcon. Mes soirées, je faisais ce que je voulais. Plat à emporter de la salle de sport, lecture tranquille, sans déranger personne à la porte. Le poids que je portais depuis des années, le bourdonnement constant des obligations familiales, avait disparu. Un vrai soulagement, de ceux qui s'installent durablement. Le parcours de Lorraine, lui, a pris une autre direction.
Elle enchaînait les petits boulots mal payés, vendeuse, femme de ménage dans un fast-food, caissière. Rien ne tenait. Son salaire couvrait à peine les dépenses essentielles, surtout après les conséquences de sa libération conditionnelle. Les indemnités s'éternisaient, des prélèvements mensuels inévitables. Les visites supervisées restaient rares. Un rendez-vous manqué par-ci, un retard par-là, et les possibilités se réduisaient comme peau de chagrin. Connor, Mia et Lily la voyaient de moins en moins intégrée à la routine de Ryan. Elle se plaignait que le système était truqué, mais rien ne changeait. Ses parents avaient visiblement vieilli. Les photos qu'elle partageait parfois en témoignaient, des rides plus profondes, des mouvements plus lents. La flamme s'était éteinte. Le petit appartement pesait sur eux. Les factures, les sorties plus rares. Des visites médicales moins fréquentes, et plus souvent sans la présence rassurante d'antan. Ils avaient complètement cessé de se parler. Plus d'appels pour les anniversaires, plus de cartes de Noël, plus de SMS par erreur. Leur silence était à l'image du silence que je m'étais imposé. J'ai méthodiquement épuisé tous les moyens de communication. Numéros de téléphone bloqués, réseaux sociaux où je ne suivais personne, filtres anti-spam stricts qui interceptaient tout ce qui passait entre les mailles du filet. Pas de messages dramatiques, juste des ruptures silencieuses. Les nouvelles d'Alès se sont raréfiées, elles aussi. Je répondais moins et laissais la distance s'installer naturellement. Certains soirs, de vieilles pensées ressurgissaient, me demandant si c'était acceptable si les enfants regrettaient l'ancienne dynamique. Mais l'attirance s'estompait de plus en plus vite. J'avais construit quelque chose de solide par moi-même, et le protéger était plus important que de courir après une réconciliation impossible. Les liens familiaux ne durent pas toujours. Parfois, le seul moyen de les rompre, c'est de les rompre. Je n'ai rien gagné contre personne. J'ai juste fini par perdre des morceaux de moi-même en chemin.